Bonjour, je vous présente la première interview de Civis, une chaîne YouTube d'interviews filmées que vous pouvez aussi retrouver sur toutes les différentes plateformes de streaming audio. Chaque podcast sera centré autour d'un ou une invitée, son parcours, sa vision du monde qui l'entoure et ce que lui ou elle a apporté au monde. C'est un podcast qui va avoir pour but de pousser à l'engagement citoyen face aux défis du monde à venir. On va traiter des thèmes allant de l'écologie à la culture, mais aussi d'économie et des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes ou Extinction Rébellion plus récemment. On va avoir un format d'interview d'environ 1 heure qui donne vraiment la parole à l'invité sans lui couper la parole ni tenter d'influer sa pensée comme c'est trop souvent le cas dans les médias. Aujourd'hui, pour cette première interview, on va recevoir Daniel QF, le maire écologiste de Langouette, qui a fait l'actualité de l'été par son arrêté qui empêche l'épandage des pesticides à moins de 150 mètres des habitations. On va parler d'écologie, mais aussi de lobby, de gilets jaunes et, à plus grande échelle, d'organisation des pouvoirs en France. Bonjour Daniel QF, vous êtes le maire de Langouette, une commune de 600 habitants, et vous êtes devenu célèbre cet été par le fait d'avoir pris un arrêté municipal pour interdire les pesticides à plus de 150 mètres des habitations de votre commune. Cet arrêt a été annulé par le tribunal administratif de Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous préciser où est-ce qu'en est la procédure actuellement et ce que vous comptez faire à partir de ça? Alors pour l'instant, c'est le tribunal administratif de Rennes qui a été saisi et qui a suspendu l'arrêté. Pour l'instant, l'arrêté n'est pas annulé. Le tribunal se réunit à nouveau le 14 octobre prochain, où c'est là qu'il va légiférer sur la légalité ou la non-légalité de l'arrêté que j'ai pris. D'accord. Voilà. Donc, on peut fermer si vous voulez. Donc le tribunal a été saisi par Madame la préfète de la République, qui aurait très bien pu ne pas le saisir, et laisser l'arrêté que j'ai pris vivre sa vie, c'est-à-dire un arrêté de distance d'éloignement des pesticides de synthèse dans un rayon de 150 mètres d'une parcelle où se trouve une habitation. Donc c'est un arrêté qui était intéressant parce que à 150 mètres, on commence à respirer moins, si vous voulez, les pesticides qui sont malheureusement épandus dans les champs. Et 150 mètres, c'est assez important pour pouvoir tester des cultures, justement sans pesticides, en sachant bien entendu que je n'aurais jamais pris un tel arrêté si je n'avais pas la conviction, la certitude, qui est confirmée depuis chaque jour, que dans cette bande des 150 mètres, il est tout à fait possible de cultiver sans pesticides, et les agriculteurs savent faire, et donc ça donnait l'occasion enfin de sortir de ces pesticides. D'accord. Alors, c'est un acte de désobéissance civile qui est assez radical, considéré comme assez radical parce que 150 mètres, c'est large et ça permet. Je suis arrivé à Langouette ce matin dans votre commune et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de champs directement. Quand on voit votre commune, il y a des champs directement. Et j'imagine que tous ces agriculteurs-là, ils ne sont pas actuellement au bio et qui, pour la plupart, utilisent des pesticides. Donc, qu'est-ce que c'est la réaction de ces agriculteurs-là et comment est-ce que vous, en tant que maire d'une ville rurale, est-ce que vous gérez ça, cette situation? Alors, d'abord une rectification, c'est-à-dire je n'ai pas commis un acte de désobéissance civile. Je défends au niveau du tribunal, et je le défendrai jusqu'au bout, jusqu'aux plus hautes instances, le fait qu'il y a une carence avérée de l'État à appliquer la loi de protection des habitations des pesticides de synthèse. En 2009, si vous voulez, la France a voté, comme la totalité des membres de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne, une directive qui s'applique donc à tous les pays européens. Et elle l'a votée, comme toutes les directives européennes. Et cette directive européenne devait trouver dans le droit français une application. Chaque pays, après, doit mettre dans sa législation les principes de précaution et d'éloignement des pesticides de synthèse des habitations des riverains qui sont considérés par cette directive européenne comme des personnes fragiles du fait de l'épandage proche de chez eux des pesticides de synthèse. L'État n'a rien fait. Et non seulement l'État n'a rien fait, mais le Conseil d'État dit à l'État, en juin dernier, vous êtes en infraction.
vous n'avez pas mis les mesures de protection suffisantes de la population, je vous demande, en tant que plus haute juridiction juridique de l'État, de mettre d'ici le 1er janvier 2020 des dispositions sérieuses permettant la protection certaine des riverains des pesticides de synthèse. L'État ne faisant rien, l'État tergiversant, l'État reportant sans cesse les décisions 2020, 2021, 2022, etc., 2023, en fait jamais, je prends la décision d'un arrêté municipal par carence de l'État à agir. D'accord. C'est le travail d'un maire. Et donc l'État ne protégeant pas la population de mon village, je décide de le faire moi-même par un arrêté qui n'est pas un arrêté d'interdiction des pesticides, qui est une distance d'éloignement des pesticides des maisons. Et je revendique donc respecter parfaitement la Constitution française, qui est le principe de subsidiarité. Quand l'État est défaillant, le maire est en situation de pouvoir agir en lieu et place d'un État défaillant. Par ailleurs, je respecte la Constitution française, dans lequel figure un des principes importants, qui est le principe de précaution. D'accord. Et donc, vous avez parlé du Conseil d'État. Ça veut dire que vous envisagez d'aller jusqu'au Conseil d'État pour que le Conseil d'État statue sur votre arrêté. Et le Conseil d'État prend des jurisprudences qui s'appliquent ensuite à l'ensemble du droit administratif français. Donc, est-ce que vous, dans votre procédure, vous envisagez d'aller jusqu'au Conseil d'État pour que le Conseil d'État statue et force ensuite l'administration à... Il n'y a aucune lutte, si vous voulez, dans l'histoire des luttes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient écologiques, qui soient des luttes justifiées, des bagarres légitimes, en l'occurrence ici la santé des gens. Il n'y a aucune bagarre qui ne finit pas un jour par gagner. Malheureusement, nous n'arrivons plus à gagner aujourd'hui par conviction, nous n'arrivons plus par démonstration, nous n'arrivons plus par la décision politique, si vous voulez, à dire mais bon sang, mais comment ça se fait que vous tardez tant à protéger les gens? Comment ça se fait que vous êtes tant sous influence des lobbies chimiques qui vous disent qu'il n'y a pas de problème, qu'il faut sauver l'agriculture, que l'agriculture ne peut être que chimique, que sans chimie l'agriculture meurt. Enfin, pourquoi ne prenez-vous pas les décisions? Donc il n'y a pas une lutte, si vous voulez, ça prend parfois du temps. Ça prend énormément de temps. La lutte contre l'esclavagisme, ça a pris une centaine d'années, voire plus. Donc il n'y a pas un moment où ça ne finira pas par dire, mais devant de telles évidences, il faudra agir. Donc, aujourd'hui, on est obligé de judiciariser malheureusement la lutte, puisque nous n'arrivons pas à avoir les leviers politiques suffisants qui prennent les décisions politiques qui s'imposent. D'accord, mais alors pour rester dans le registre judiciaire, est-ce que vous avez entendu parler du procès des décrocheurs de Macron? Oui, ça c'est. On m'a sollicité pour décrocher Macron, mais moi je suis maire d'une commune, je suis représentant de l'État dans ma commune. Il se trouve que le président de la République est Emmanuel Macron. Qu'il me plaise ou qu'il ne me plaise pas, c'est. Voilà. Donc moi je ne peux pas décrocher personnellement, en tant que maire, décrocher un portrait du président de la République, quel qu'il soit. Mais ceci étant, je considère que cette forme de lutte ou cette forme de désobéissance est assez ludique. Alors l'État en prend ombrage, traîne les jeunes ou qui ont fait ça au tribunal. Mais là aussi, l'argument des jeunes, c'est de dire mais on ne peut pas rester les bras croisés. Comme ces jeunes ne veulent pas, n'ont pas envie, c'est pas dans leur philosophie que d'aller tout casser partout et de faire la révolution qui peut-être s'imposerait après tout. Mais ils souhaitent travailler sur le symbole, et ce symbole, c'est pas pour eux, c'est pas pour leur profit personnel, c'est pas pour des intérêts particuliers, c'est pour la planète, c'est pour les gens sur cette planète. Et donc c'est un acte relativement magnifique, même s'il est là aussi contesté sur le plan juridique, mais il semble qu'un procureur de la République ait estimé que l'urgence climatique n'était pas prise en compte par l'État et que le signifier de cette manière-là, puisque c'est l'État qui décide, le signifier de cette manière-là n'était pas un acte terroriste. Il a invoqué l'état de nécessité. Donc c'est exactement votre discours. Est-ce que c'est totalement, les situations sont totalement comparables en termes
en termes des arguments que vous invoquez et les arguments qu'a invoqué le juge. Qu'est-ce que cet état de nécessité invoqué par un juge et donc par la justice française ouvre comme porte pour le militantisme écologique en France, pour les jeunes mais aussi pour les moins jeunes? C'est une façon d'en découdre avec des décisions qui ne sont pas prises, alors que nous savons qu'il y a le feu dans la maison, qu'il y a des difficultés énormes, que nous sommes inquiets de savoir ou de constater que ça sera peut-être 7 degrés d'augmentation de la température. C'est catastrophique. Moi, ça fait 30 ans que je crie à l'urgence écologique. Ça fait 30 ans que je dis qu'il y a urgence à agir. La notion de développement durable a été amenée par l'ONU en 1982. C'est ce concept qui disait attention, nous allons dans le mur. Si nous continuons un développement comme celui-là, qui mange l'ensemble des ressources de la planète et qui envoie dans l'air des composés organiques volatiles, du CO2, des formaldéhydes, du méthane, etc., etc., tous ces gaz qui mettent un temps, qui ne sont pas encore arrivés dans la stratosphère, il faut agir. Donc il y a urgence. Et là maintenant, on est dans le mur, quoi. Et c'est plus une question d'attendre ou de faire du en même temps. Oui, il faut en même temps de l'économie de marché, puis en même temps de l'écologie. Et en fait, on ne fait rien de décisif. Chaque fois il faut qu'on se batte, chaque fois, si vous voulez, chaque fois, il faut qu'on se batte contre des projets dont on se demande comment ça se fait qu'ils sont encore là à être pensés. C'est Europa City Ouais. à Paris, c'est Notre-Dame-des-Landes, bon, on espère que c'est fini, mais juste ici, à côté de Saint-Malo, il y a un immense complexe Cap Émeraude, avec, vous vous rendez compte, une piscine à vagues à 10 km de la mer, à Saint-Malo, piscine à vagues à Saint-Malo. C'est incroyable. Et tout ça, ça se fait par des décisions d'élus, par des mécanismes financiers. Voilà, c'est insupportable. Et aujourd'hui, eh ben, il faut agir très fortement. Et agir violemment n'est pas compatible avec la notion d'écologie. Et il faut effectivement travailler sur le plan symbolique, sur le plan de la révolution des idées, sur le plan de la justice, pour essayer de faire reconnaître un droit fondamental qui est celui de ne pas être empoisonné, qui est celui de ne pas être pollué, qui est un droit de ne pas éteindre la vie sur cette terre. D'accord. Alors vous avez parlé d'économie de marché, ça se recoupe avec une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a énormément de théories autour de l'écologie qui émergent en ce moment, l'écologie libérale, l'écologie et mais une caractéristique fondamentale de Youth for Climate et de plusieurs manifestations écologiques, c'est la rupture avec le capitalisme pour faire émerger une véritable écologie et quelque chose qui sauve véritablement la planète. C'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il faille... Est-ce que vous croyez au concept de décroissance ou alors au contraire, est-ce que vous croyez au concept de, de croissance illimitée qu'on ne peut pas arrêter? Il est certain que le capitalisme, recherchant les profits maximum, ne s'embarrasse pas tellement d'écologie. Elle ne s'embarrasse pas du tout d'écologie, tant que ses profits, si vous voulez, sont maximum et peuvent être maximum. Donc comment on fait quand on constate ça? On peut toujours dire le capitalisme, mais comment on fait pour le supprimer, le capitalisme? C'est compliqué. Donc c'est presque une impasse que de se mettre d'accord sur ça, ou pas. Bien sûr. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que l'on va faire concrètement. Et qu'est-ce que l'on va faire pour contrarier ce capitalisme, c'est-à-dire pour qu'il s'effondre, parce que c'est le capitalisme qu'il faut qu'il s'effondre. Donc on a des leviers, mais est-ce que nos concitoyens vont les prendre, ces leviers? Le levier, c'est celui de la consommation. Comme disait Coluche, si les gens arrêtaient d'acheter les produits, ils ne vendraient plus, quoi. C'est tout con. C'est tout con. Mais c'est des choses, si vous voulez, que l'on peut faire. C'est-à-dire, nous décidons
de ne plus acheter tout un tas de choses parfaitement inutiles et qui vont forcément faire chuter le chiffre d'affaires de ces entreprises parce que, alors je ne suis pas naïf, elles rebondiront. Elles rebondiront. Aujourd'hui, je pense que c'est le capitalisme qui est en train d'inventer les nouveaux habits de la consommation. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché, vous regardez les gondoles en fait qui se vendent le plus, enfin les produits qui se vendent le plus, ce sont des produits sans, des produits sans gluten, sans OGM, sans sucre ajouté, sans calories, sans. On sait ce qu'il n'y a pas dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on sait ce qu'il n'y a pas dedans. Et ça, c'est un nouvel habit, parce que le capitalisme marchand a en particulier compris que l'argument santé, c'était un argument de vente. Vous voyez, donc on vous fait des produits qui sont souvent des produits manufacturés, qui sont extrêmement mauvais à plein de niveaux, et notamment au niveau de leur fabrication et du coût et de l'impact que ça a sur la planète, mais c'est sans gluten. Donc, voilà. Et les gens achètent, c'est-à-dire continuent à acheter. Et ça, c'est peut-être l'acte d'achat qui peut être l'acte le plus révolutionnaire, en fait. D'accord. Plutôt que un changement de système global, vous pensez que c'est une multiplicité d'engagements individuels citoyens en faveur de l'écologie qui peut être l'acte principal en faveur de l'écologie, plutôt qu'un changement de système? Je crois, si vous voulez, que les choses sont pliées aujourd'hui. Étant un militant depuis 30 ans de la question écologique, je sais, je crains malheureusement avoir raison, qui est que c'est mort. C'est-à-dire les 2, 3, 4 degrés sont certains. Donc on va se retrouver devant une société très différente, parce que le dictateur, ça sera le climat. C'est le climat qui va commander ce qui se passe. C'est lui qui va, de façon surprenante, de façon inattendue, de façon non démocratique, de fait, décider qu'il va faire très chaud, très froid, il va bousculer nos habitudes. Et donc nous allons être dans une situation nouvelle, que vous allez vous connaître, qui est une situation de s'adapter à la situation qui se présente à nous. Et cette adaptation, évidemment, les très riches vont pouvoir facilement s'adapter. Ils vont trouver les éléments mais d'autres plus modestes, c'est-à-dire la totalité de la population quasiment, va se retrouver devant des situations où la solidarité peut être un élément de lutte contre le climat dictateur. Ça peut. Mais quand en Bretagne, qui sera une des régions, si vous voulez, les plus vivables sur le plan climatique, tel que le disent les spécialistes, avec l'Irlande notamment, il n'est pas impossible que nous ayons ici des réfugiés climatiques. Mais il n'est pas aussi impossible, comme ça commence d'ailleurs à se faire, que des gens très aisés se disent « nous allons anticiper et acheter sur Saint-Malo parce que là, il y aura un peu plus frais ». Si vous voulez. Donc, on va se retrouver dans des situations très probablement de troubles sociaux dans lesquels les gens auront intérêt à s'organiser, y compris pour manger. Parce que aujourd'hui, par exemple, dans une commune comme la mienne, on a fait des ateliers citoyens, on en fait depuis 20 ans. La commune n'est pas célèbre depuis l'arrêté. Anti-pesticide est célèbre depuis connu en tout cas depuis longtemps. Nous avons eu des articles dans la presse du monde entier depuis des années, montrant un peu la transition écologique dans ce village. Et lors d'un atelier, si vous voulez, d'atelier citoyen, il y a une personne qui dit, qui s'aperçoit, qui dit ça comme ça un peu, mais si je veux manger, il faut que j'aille faire mes courses. Oui, si je veux manger, il faut que j'aille faire mes courses. C'est tout con. Puis il y a un autre qui dit, ah oui, mais s'il arrive quelque chose, une grave crise sociale, une crise climatique, comment on fait, quoi? Je ne sais pas faire mon jardin, je ne sais plus cultiver mon potager, j'ai perdu racine avec tout ça. Et au lieu que ça soit anxiogène pour les gens en se disant oh là là, les gens se sont dit il faut qu'on s'y mette, parce que c'est pas la veille d'une catastrophe qu'on va commencer à cultiver ces pommes de terre. Donc les gens sont rentrés dans une formation et dans une relation de coopération avec une ferme permacole qui est tenue par des jeunes de vos âges, qui vise, si vous voulez, très progressivement, de fil en aiguille, petit à petit,
faire en sorte que on puisse produire localement ce que l'on veut consommer localement. Et que l'on ne va pas aller acheter des choses, si vous voulez, alors qu'on peut nous-mêmes les cultiver. Donc il y a une réappropriation du potager et de la façon de cultiver. Et cinq citoyens de la commune sont d'ailleurs partis en formation en permaculture pour réapprendre à faire leur potager. Donc le village se prépare un petit peu à cette transition qui peut arriver, hein, qui est probable. Euh, et, et peut-être que sûrement d'ailleurs, nous avons travaillé avec l'école d'architecture de Rennes, des jeunes comme vous qui ont présenté des projets Languette 2080. Et tous les projets, il y avait 16 projets, et tous ces projets, c'était des projets de construction de maisons, souvent des maisons éphémères, des maisons reconstructibles, redisposables ici ou là en fonction du climat et des orientations, des difficultés climatiques. En tout cas, toutes prévoyaient de façon humaniste l'accueil de réfugiés climatiques chez soi. D'accord. Votre discours est quand même assez négatif. Enfin, vous proposez des solutions. Donc ça peut pas être totalement négatif, mais est-ce que on ressent quand même, on parlait de réfugiés climatiques, de Saint-Malo qui serait le dernier espace vivable sur Terre. Je caricature, mais est-ce que vous croyez à la théorie de l'effondrement? Je connais bien la théorie de l'effondrement pour être à suivre depuis longtemps Yves Cochet, qui vient d'écrire un livre là-dessus, qui était un des premiers élus écologistes à Rennes, donc il y a plusieurs années de ça. Ce risque de l'effondrement est tout à fait probable. Enfin, les probabilités de cet effondrement, compte tenu que les choses n'avancent pas dans le sens d'une décroissance du CO2, que la France a signé la COP 21 mais ne la respecte pas. Il y a toujours une augmentation importante des gaz à effet de serre. Il y a toujours des décisions qui sont prises, qui sont des décisions qui sont contraires aux accords internationaux. Et c'est d'ailleurs quand le New York Times vient m'interviewer, quand la BBC vient m'interviewer, quand les radios d'Europe viennent m'interviewer, quand Radio-Canada vient m'interviewer, une des choses qu'ils disent, c'est votre président, c'est Planet is great again. Mais chez lui, hein, il donne des leçons au monde entier, mais chez lui, quand il y a des maires qui veulent prendre un arrêté anti-pesticides, il les traîne au tribunal. Hein, bon, voilà. Parce que c'est l'État qui me traîne au tribunal, via sa préfète. Ouais. Alors, on va changer un petit peu de sujet. Quel est votre avis sur tout ce qui touche à la fiscalité écologique? On est dans un climat social en France qui a été énormément marqué par la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que c'est possible de réintroduire la taxe carbone? Et est-ce que c'est même envisageable vis-à-vis du climat social? Ou alors est-ce qu'il faut réfléchir à des nouvelles solutions? Il y a des théories comme des solutions envisagées comme celle du bonus-malus individualisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que c'est une impasse que de penser qu'on va régler les problèmes climatiques par de la fiscalité. Je crois que c'est plus profond que ça. C'est un mécanisme qu'on pourrait estimer vertueux. Mais une fiscalité qui n'est pas acceptée produit le contraire de ce qu'elle souhaite. Et donc c'est une sorte de proposition qui peut avoir des avantages dans certains cas, comme par exemple taxer les billets d'avion. Mais même en taxant les billets d'avion, vous continuez à prendre l'avion. Et donc le problème demeure. C'est un peu, comme si vous voulez, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous prenez l'avion, que vous culpabilisez, vous avez des structures aujourd'hui des agences de voyage qui vous disent, bon, ben, vous avez consommé tant de CO2 et nous allons planter en Thaïlande ou ailleurs tant d'arbres pour compenser. Et donc c'est voilà, il y a beaucoup d'argent. On va
prendre de l'argent pour... c'est quelque chose qui est incompréhensible pour le commun des mortels. Si vous voulez, comme ici en Bretagne, par exemple, ça a été la révolte des bonnets rouges, hein, était là-dessus. C'est incompréhensible de dire on va vous prendre une taxe qui va impacter le chiffre d'affaires, etc., qui va impacter vos revenus, hein, pour du ferroutage dont on n'a pas encore commencé le premier bout du bout voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas c'est pas là qu'il faut chercher les solutions, hein, même s'il ne faut pas abandonner cette fiscalité forcément, mais elle a une tendance forte à être injuste quand même. Bien sûr. Euh, alors, on a parlé de l'écologie à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de questions sur... il y a eu les élections européennes récemment. Beaucoup de questions sur quel est le juste niveau pour faire de l'écologie. Est-ce que vous pensez que... quel est l'échelon principal et le plus important pour vous? Vous êtes maire, donc vous agissez au niveau local, mais est-ce que vous pensez que c'est l'échelon le plus important ou alors l'échelon national, européen, onusien? Bah, ça dépend où on se place. C'est évident que le problème de la planète est un problème mondial. Que le feu dans la forêt amazonienne, c'est un problème pour tout le monde. Que la politique du Texas, du gaz, du gaz de schiste, c'est quand même un gros problème. La politique du charbon de la Pologne est très impactante pour l'ensemble de l'environnement, hein. Et donc le réchauffement climatique, c'est une affaire planétaire. Sauf que, à part signer des COP 21 et des COP 22, des COP de tout ce que vous voulez, qui en fait sont des schémas qui prennent un temps fou, qui d'ailleurs eux-mêmes sont très consommateurs de CO2, parce que c'est des avions qui partent etc., c'est très très coûteux, n'aboutissent pas. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Trump est désobéissant au possible. Il est dans la logique, si vous voulez, du j'en ai rien à foutre. Moi, je roule avec mon 4x4, démerdez-vous avec vos histoires de planète, quoi, hein. C'est pas mon souci. America is great again. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. On va pas quand même pas emmerder mon business avec des histoires d'écologie, quoi. Donc, tout ça, ça crée. Ça crée comment quelque chose, une impasse. Donc je félicite beaucoup ceux qui, enfin je remercie beaucoup pour ceux qui tentent d'impulser, comme Nicolas Hulot, d'impulser, de faire entendre raison, d'être, ou encore des gens qui tentent quoi, des choses à un niveau macro. Mais force est de constater que ça ne marche pas, donc on se retrouve sur le terrain avec une nécessité qui s'impose à nous, c'est-à-dire comment on s'adapte à la situation, comment on s'adapte à la situation qui va s'aggraver, comment on va faire. Et ça, c'est l'échelon petit qui est l'échelon le plus important. Parce que si la théorie de l'effondrement se met en place, ça veut dire que la moindre crise climatique, sociale, etc., Rennes, c'est 3 jours et demi, la famine se fait sentir. Paris, 3 jours et demi, c'est-à-dire... au bout de 3 jours et demi de crise, par exemple, vous n'avez plus d'essence, vous pouvez plus circuler, vous pouvez plus, D'accord. les produits peuvent plus arriver sur Rennes, dans les magasins sont vides, etc., etc. Ça va très vite, ça va très très vite. En 3 jours et demi, la famine commence à se faire sentir. D'autant plus que les gens vont avoir eu tendance, si vous voulez, à faire des stocks, etc. Et puis il va y avoir l'arrivée des médicaments qui est anxiogène. Les médicaments n'arrivent pas. Vous savez, il y a des gens qui, au plus haut niveau de l'État, travaillent sur ces crises. Ils sont dans la sécurité publique, la sécurité civile. Ils essayent d'anticiper ce qui peut se passer dans ces cas de crise. C'est 3 jours et demi pour Rennes, 4 jours pour Paris. Donc, ce qui va se passer, si vous voulez, ce qu'il faut que l'on fasse aujourd'hui, c'est prendre la mesure de ces crises et de dire à chaque territoire qu'est-ce que vous faites dans chaque territoire pour localement nourrir votre population. Vous voyez, donc ça va être très certainement de retrouver un chemin, si vous voulez, de rapport ténu entre l'agriculture et la ville. Peut-être qu'il y a des espaces d'agriculture en ville, ça commence à se développer. Il y a des plans alimentaires locaux qui commencent à se développer, mais c'est encore toujours la même histoire en France. C'est des plans, c'est très joli sur les plans, mais comment ça se passe dans le concret?
Donc, vous voyez, chaque territoire va être amené à travailler sur ces situations-là. Comme Rennes, par exemple, nous savons aujourd'hui que la ville de Rennes a un très très gros souci avec les îlots de chaleur. C'est une ville qui ne se refroidit pas. Quand il fait chaud, là, quand il y a la canicule, comme il y a trop de béton, la chaleur est conservée pendant la journée et elle ressort le soir. C'est-à-dire que la ville est tout le temps chaude. Donc c'est très 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 dur à vivre pour les gens. Ouais. Parce que votre corps doit se refroidir absolument dans la nuit, enfin, doit prendre un peu de... Donc c'est tout ça, l'eau par exemple, qui est un phénomène extraordinairement compliqué. Donc il va falloir trouver des solutions pour s'adapter localement. D'accord. Alors, je reste sur l'idée des échelons, mais on est quand même sur une sorte de catastrophisme. Enfin, si on en est rendu à l'échelon local comme la seule possibilité, c'est-à-dire que, parce que si le système continue tel qu'il est, avec des gens comme Trump, comme vous l'avez expliqué, au final, ça va être une question d'adaptation locale, mais qui va être de pire en pire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si la seule possibilité c'est de maintenir une situation vivable à l'échelon local, alors que le système continue de marcher et continue de faire augmenter les degrés sur Terre, à un moment, si la seule action est locale, il ne va plus y avoir de... Oui, c'est une situation catastrophique due à un échec à agir. Ce que je vous parle, là, c'est une anticipation d'un échec probable, qui nous ramènera à essayer de survivre où on est. Où on est. Et ça, il n'y a rien de pire que cette situation. Mais elle va probablement arriver, compte tenu que depuis des années et des années et des années, regardez les missions avec le premier candidat écologiste il y a 30 ans, René Dumont, qui alertait déjà sur ces problématiques de pénurie, de difficultés. Parce que c'est quelque chose qui est très prévisible, dans le sens où si on continue comme ça, on voit bien qu'il y a des impasses. Donc, bien sûr, il y a des pays, je pense par exemple au Danemark, à la Suède, qui ont anticipé ça depuis longtemps et qui, depuis 1975, pour Copenhague par exemple, anticipent les choses. Et c'est une vraie anticipation qui fait qu'ils seront armés pour résister aux difficultés climatiques qui vont se poser aussi à eux, évidemment, puisqu'ils ne peuvent pas agir sur le climat localement, on ne sait pas le faire. Mais vous voyez, c'est très 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 complexe. Et je pense effectivement que les choses sont foutues. Et je pense que c'est se mentir que de dire qu'on va tout d'un coup avoir une révolution planétaire, une conscience planétaire, où tout d'un coup Trump se levant un matin se dit oh my god, et je me suis trompé, et je deviens le plus grand écologiste de le monde entier. Je sens pas ça, quoi. Je sens pas ça du tout. Ok, donc on est vraiment sur une logique d'adaptation. Vous êtes maire d'une commune qui est réputée partout dans le monde, comme vous l'avez dit, comme étant en avance sur le plan écologique. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez nous expliquer point par point les actions que vous avez menées à Langouette pour adapter votre village, commune à la transition écologique? D'abord, on essaye de faire des logements qui soient écologiques et dont la principale particularité, c'est d'essayer d'aller vers le zéro besoin en énergie pour se chauffer. D'accord. Après, nous essayons localement de produire de l'énergie locale, c'est-à-dire qu'il y a du soleil partout. Nous avons un dispositif de production d'énergie. Aujourd'hui, nous produisons 100% de nos besoins électriques pour ce qui est des bâtiments publics et de l'éclairage public. Là, nous commençons à produire de l'énergie pour les habitants. Donc une énergie locale, produite localement, consommée localement. Donc on travaille là-dessus. Ça sera mis en place dès ce mois-ci, ou le mois prochain. Nous travaillons sur l'autonomie alimentaire de notre village. Et qu'est-ce qu'on peut produire localement? C'est pas une autarcie, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... voilà, donc il y a déjà des gens qui le font, il y a déjà des gens qui produisent autant de fruits et légumes qu'ils ont besoin. Ils partagent souvent avec leurs voisins, leurs familles, etc. Donc ces gens nous intéressent beaucoup parce qu'ils le font depuis longtemps, sans pesticides souvent.
Ils n'appellent pas ça la permaculture, hein, ils n'appellent pas ça la bio non plus, ils appellent ça cultiver au naturel. Sauf qu'ils ont plein de solutions, plein de combines. Ils sont très très forts pour la gestion de leur terre qui a des particularités, tout bout de terrain a des particularités, donc ils savent utiliser tout ça. Ils connaissent des trucs, des mélanges de plantes, etc., qui font que les choses poussent de façon convergente. Bon, donc c'est un savoir-faire. Là, nous avons lancé avec les habitants la construction d'un centre du potager et de la frugalité partagée, qui sera un centre pour célébrer les savoir-faire anciens et nouveaux en termes d'agriculture, de culture et d'alimentation, mais aussi de fabrication par soi-même de produits ménagers, etc., non chimiques. D'accord, alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez adapté votre commune? Est-ce que vous pensez que il doit y avoir un changement dans la Constitution française et dans l'idée de la République française, une forme de décentralisation pour donner plus de pouvoir à l'échelle communale et à l'échelle du maire, pour justement permettre des adaptations locales, comme vous l'avez fait dans votre commune, partout en France? Oui, la notion de république n'a pas de sens si elle n'est pas accompagnée de nouveaux droits et de capacités des gens à s'organiser par eux-mêmes. Vous avez la République démocratique de Chine, bon, elle s'appelle République démocratique de Chine. Vous avez la République islamique d'Iran. Voilà, tout ça, ce sont des démocraties, évidemment. Euh, donc, la République, le drapeau bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, égalité, liberté, fraternité, certes, mais c'est dans le concret que ça se joue. C'est dans l'acquisition permanente de droits, de nouveaux droits, capacité permanente de pouvoir agir le plus possible en autonomie. Et c'est vrai que l'un des gros problèmes de l'État français aujourd'hui, c'est d'être très centralisé. Tout semble se passer à l'Élysée, comme si le président de la République allait pouvoir gérer tous les problèmes. Alors ça, c'est un mythe, puisqu'on sait qu'on ne peut pas régler les problèmes sans les gens et encore moins contre les gens. Donc il faut véritablement une politique de décentralisation forte. Donc moi j'ai écrit des bouquins là-dessus, proposant pour ce qui est de la Bretagne, la création d'une assemblée de Bretagne, c'est dans la dissolution de l'assemblée, enfin fusion de l'assemblée régionale avec les départements, dans un travail de dialectique, j'en veux dire, entre les collectivités locales, communes et communautés de communes, et la région pour prendre des décisions ici. Mais on en est loin, puisqu'il faut prendre des décisions ici, c'est d'avoir la capacité de lever la fiscalité, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. La région ne peut pas lever la fiscalité. On est dépendant des dotations de l'État, qui les donne s'il veut ou s'il ne veut pas. Il peut changer les choses, il peut changer les règles. Donc on n'a pas d'autonomie fiscale, on n'a pas d'autonomie d'adaptation des lois. On doit gérer la Bretagne avec ses 3500 km de côte, 3300 km de côte quand on prend la Bretagne historique, comme la Franche-Comté, quoi. Donc c'est une aberration. Et le seul pays, il y a deux pays comme ça sur le continent européen, j'entends, qui fonctionnent comme ça, c'est la Turquie, avec un gouvernement très centralisé et des gouverneurs en province. C'est pas un exemple de démocratie particulièrement efficace. Et la France, où il y a un gouvernement central et des préfets qui sont désignés, ils ne sont pas élus, mais chaque préfet a plus de pouvoir à lui tout seul que tous les élus de la région réunie, qu'ils soient conseillers municipaux, maires, députés, conseillers régionaux, conseillers départementaux. Mais dans l'idée, on a parlé de catastrophe, etc. Est-ce que ce serait pas, si un maire écologiste est véritablement qui agit en fonction, pas un maire, pardon, un président est élu et qui est véritablement écologiste, est-ce que cette centralisation peut pas être bénéfique et le pouvoir d'action de ce futur président qui serait écolo et agirait pour le climat, est-ce que cette centralisation justement avec des préfets qui ont énormément de pouvoir et un président qui a énormément de pouvoir permettrait pas d'avoir une action efficace plutôt que celle d'une multitude de maires qui agissent comme vous en faveur de l'écologie? Non, parce que montrez-moi une décision de l'État qui aujourd'hui a pu avoir un effet bénéfique sur les questions écologiques. C'est pris dans des niveaux de décision qui sont extrêmement centralisés, qui sont déconnectés, totalement déconnectés du terrain, des nécessités du terrain.
dont la plupart des lois, si vous voulez, font flop, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, d'impact sur le quotidien des gens, réellement. Voilà. Donc je vois mal un président, il faudrait tenter le coup, hein, qui tente rien à rien, mais c'est certain que vous voyez que quand un candidat écologiste se présente, celui qui a fait le plus de voix, je crois, de mémoire, dans une élection présidentielle, c'est Noël Mamère qui a fait 5%. Oui. Voilà. Donc, non, les gens sont dans une logique républicaine, d'un État régalien qui commande l'armée, etc., qui va prendre. Enfin, on va prendre là-haut des décisions qui concernent le bas, Ouais. comme par exemple les problèmes de santé actuellement. Voilà, c'est une organisation, je dirais, on est là devant la carte de France et puis on voit, voilà, alors que les gens ici, dans les territoires, sont tout à fait capables de voir où doivent se trouver les maisons de santé, où doivent se trouver les hôpitaux, organisés en fait, parce qu'on connaît la façon dont les gens vivent. D'accord. Alors pour rester, vous avez parlé de la Bretagne, vous faites partie d'une coalition politique qui s'appelle Oui la Bretagne, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'est qui a été créée pour les législatives de 2017. C'est une coalition qui se dit autonomiste et qui regroupe deux partis, donc l'UDB, Union démocratique bretonne, et le mouvement Bretagne Progrès. C'est quoi votre position personnelle sur l'autonomie de la Bretagne, l'indépendantiste Bretagne Alors, indépendante? c'est moi qui suis l'inventeur de Oui la Bretagne. D'accord. C'est moi qui ai proposé de créer une plateforme politique. Une plateforme politique, c'était pas pour les législatives, c'était pour les régionales de 2015. En disant, voilà, est-ce que nous pouvons créer une plateforme dans laquelle nous allons revendiquer un pouvoir local, donc qui pour moi est plus un pouvoir d'autonomie de décision, hein, c'est-à-dire d'être en capacité forte d'être autorisé à réagir justement face aux situations locales. Et moi je portais, si vous voulez, dans cette plateforme un peu le courant écologiste, on va dire, puisque je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas être régionaliste sans être écologiste, et qu'on ne peut pas être écologiste sans être régionaliste. Donc c'est un peu notre formule. Donc on a tenté, si vous voulez, de peser sur les élections régionales dans ce sens-là. On a fait 6,71%. Les Verts ont fait 6,70%, donc on est arrivé devant eux. Mais nous étions en train, si vous voulez, de progresser, d'après les sondages que nous avions. On allait vers les 10%, qui était notre objectif, pour pouvoir peser après sur l'exécutif, enfin, peser sur les décisions. Et est arrivé, malheureusement, pour les gens surtout, l'attentat du Bataclan. Et à partir de ce moment-là, la campagne s'est arrêtée et le discours, si vous voulez, régionaliste, le discours de républicain régionaliste, ouais, était inaudible parce que tout le monde était avec ses drapeaux bleu, blanc, rouge, tant le traumatisme était élevé, quoi. Jean-Yves Le Drian, qui menait campagne, a fait rapatrier la totalité de ses tracts, a demandé à chacun de ses équipes de ne pas faire campagne, et tous les meetings ont été annulés. Il n'a plus jamais parlé, plus personne, aucun des candidats n'a parlé à aucune des télés, etc. Et il a fait le meilleur score qu'il n'a jamais fait. Voilà. Donc c'est des conjonctures, vous voyez, la fragilité de la démocratie, c'est-à-dire une conjoncture dramatique, violente, qui est ces attentats absolument ignobles, viennent peser sur la démocratie. Ça devient l'élément déterminant sur lequel les gens vont voter. Logique. Comme les effets du climat, comme la canicule va peser sur le vote, oui, exactement, pour en faveur de... Ouais. Vous avez dit qu'on ne peut pas être écologiste sans être régionaliste. C'est assez radical comme idée. C'est un slogan. D'accord. Mais parce que imaginons qu'il y ait un nouveau candidat. Les Verts sont en vogue actuellement. Il y a des manifestations pour le climat qui leur ont fait avoir un bon score aux européennes. Si ça se traduit à la présidentielle, on ne peut pas imaginer un président qui soit régionaliste et qui sépare la France en plusieurs régions. Donc ça veut dire que vous
vous n'envisagez pas la possibilité qu'il y ait un président écologiste en France? On en est loin, hein, objectivement. Hein, mais pourquoi pas? Mais je pense que ce président ou cette présidente serait nécessairement très décentralisateur et confierait le maximum de pouvoir à l'échelon régional. Ce qui d'ailleurs existe dans la Constitution française. Hein, c'est ce que Michel Rocard, en 1966, dans un magnifique discours à Saint-Brieuc, en 1966, vous voyez, appelait de ses voeux, c'est-à-dire une gestion différenciée de la République, qui existe dans la Constitution, parce que vous avez un statut particulier pour la Corse, vous avez les statuts de Nouméa, vous avez les statuts de... Donc, dans la Constitution française, on peut tout à fait aujourd'hui trouver les éléments démocratiques d'agilité de décision pour permettre justement une meilleure adaptation, parce que ça ne peut être comme ça, si vous voulez. S'il faut attendre que l'État vienne décider ce qu'il faut faire à Languette, alors qu'il ne sait même pas que Languette existe, vous êtes dans une impasse. Donc il faut que l'échelon local, à mon avis régional, ait le plus de pouvoir possible, qu'on enlève au maximum la technocratie qui encombre notre démocratie, avec des niveaux de strates technocratiques qui sont aujourd'hui des empêcheurs d'agir. Il y a trop de procédures. On est un pays de procédures plutôt que d'action. Donc il faut redonner du pouvoir au local. C'est une façon de redonner du pouvoir aux gens sur leur vie. Bien entendu, ça se fait dans un cadre républicain, c'est-à-dire dans un cadre où les différentes régions peuvent tout à fait négocier avec l'État la mise en place de politiques générales, etc. Mais c'est plus l'État qui décide tout seul. C'est un peu le système allemand, vous savez. Hein, le système allemand, le général de Gaulle avait voulu affaiblir l'Allemagne. Il ne voulait pas un État fort. Et donc il avait dit, il ne faut pas d'État fort, et donc il faut des Länder qui ont des pouvoirs forts. Parce qu'en ayant plein de Länder qui ont des pouvoirs forts, ça va faire que c'est un État moins fort. Résultat des courses, maintenant c'est l'Allemagne qui est un pays le plus alerte, parce que c'est pas possible, si vous voulez, que comme en France, que Angela Merkel se réunisse avec 3 ou 4 ministres qui se trouvaient par là, en disant bon voilà, hop là, on va redécouper la carte de France, on a une région ici, ça s'appelle l'Occitanie, là les Hauts-de-France, ici la Bretagne, pouf, on enlève le 5e département parce que ça nous emmerde, et puis on fait une carte immense qui a créé des difficultés partout, parce qu'on n'arrive plus à gérer cette immensité, et les gens ne se repèrent plus, ils ne savent pas où ils habitent, ils ne savent pas qui décide de quoi, si vous voulez. Et ça, c'est Hollande qui fait ça, un bout de temps. Enfin, en Allemagne, ça ne serait pas possible. L'Allemagne a souvent met du temps souvent à décider, qu'on dit, parce que justement, Angela Merkel, elle est obligée de repasser devant le Parlement, elle est obligée de passer devant les Länder, elle est obligée de négocier, et elle demande aux Länder, mais comment vous déclinez la politique nationale, vous pouvez décliner la politique nationale dans votre land, mais également comment vous, Länder, vous pouvez influencer les décisions et faire des propositions. C'est pour ça que d'ailleurs on trouve des coalitions parfois étonnantes entre les Verts et certaines... Voilà, parce que ce qui va compter, c'est l'action. Ce qui va compter, c'est l'action. Donc, et ce sont des négociations en permanence. Ici, non, on attend que le roi parle. Donc c'est dans cette logique d'engagement citoyen pour les municipales et de rapprochement que vous avez lancé avec un autre groupe de maires une démarche qui s'appelle des communes et des citoyens. Est-ce que vous pouvez nous détailler cette démarche? Oui, nous avons, si vous voulez, on a la conscience, si vous voulez, qu'on est les élus communaux, et en particulier, on est les premiers de corvée de la République. C'est ce qu'on a vu au niveau... des Gilets jaunes, c'est-à-dire on nous a appelés au secours tout d'un coup pour essayer de temporiser ce qui se ressemblait fort à une insurrection. Alors là, le niveau local devient intéressant pour l'État. Surtout que les gens ne montent pas à Paris pour nous guillotiner, j'allais dire. Donc est-ce que vous pouvez les recevoir? Est-ce que vous pouvez faire des cahiers de doléances? Parce que c'est nous qui avons pris l'initiative. Est-ce que vous pouvez faire des débats locaux, etc. Bref. Donc il y a une... Et les élus vraiment sont les premiers de corvée de la République parce qu'on habite avec les gens.
ici, dans une commune comme celle-ci, même les communes moyennes, si vous voulez, il n'y a pas de service entre les élus et les gens. On habite avec eux, on fait partie du même collectif, du même commun, je dirais, qu'est la commune. Et donc, nous, on savait depuis longtemps, les maires ruraux en particulier, on savait depuis longtemps que les gens avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Ça, c'était quelque chose de dramatique. Ils n'y arrivent plus, très concrètement. Et deuxièmement, ils ont le sentiment qu'on ne les écoute pas. Alors après, il y a eu ça s'est exprimé de façon gilet jaune. Nous, bien sûr, personne d'entre nous, ni même les gilets jaunes, n'avait imaginé que ça allait prendre cette forme d'insurrection. Mais le rond-point, c'est aussi intéressant. Si vous voulez. Le rond-point, c'est parce que ça pose le problème du transport, le problème de la mobilité. Ça pose un problème de désorganisation, c'est-à-dire que les CRS et tout ça ne sont pas habitués à ce que l'on manifeste de façon non déclarée sur les ronds-points. Ils ont perdu le contrôle, si vous voulez, de la situation en faisant comme jamais un gouvernement l'a fait, c'est tirer sur les gens, et c'est intolérable. Et comment, au nom que peut-être dans un coin, il y a 2 ou 3 dingos qui ont été cassés un truc qui est un symbole de la République. Non, le symbole de la République devient plus important que l'œil ou la main d'un manifestant. C'est incroyable. Et donc donc c'est difficile, la vie d'élu est difficile. On en prend plein la tronche, les gens viennent, c'est le premier qui chope, le premier élu qui chope, qui en prend plein, quoi. Bien sûr. Donc il y a un sentiment, il y a plusieurs de nos collègues qui disent on va pas se représenter, on en a marre, les gens sont pas rétribués, 0 rétribution, et 550 000 élus n'ont pas 1 euro, 1 centime de rémunération. Pire, ils payent de leur denier pour se déplacer, ils n'ont pas d'indemnité d'aucune sorte. Donc c'est les vrais élus de la République, et ils se découragent. Donc il y a un risque que dans plusieurs villages, il n'y ait pas de représentation, il n'y ait pas de... Et donc on dit aux gens, aux jeunes en particulier, engagez-vous dans la vie communale, engagez-vous dans le projet communal. Pesez justement, si vous êtes écolo, allez-y, présentez, parce que vous êtes dans les scrutins qui vous permettent que vous serez bien reçus, vous serez bien... parce que les listes vont être difficiles à constituer. Et on dit aussi que dans ce bouquin que vous avez peut-être lu, qu'on dit que décider tout seul, si vous voulez, de façon... on ne prend aucun plaisir à décider. Enfin, celui qui me dit, moi j'adore décider, je cherche où se trouve le premier hôpital psychiatrique, parce que je me dis, là, il y a un problème. On n'aime pas ça, décider. Par contre, quand on travaille sur une animation tout au long du mandat, et donc il y a plusieurs de mes collègues qui expliquent comment il y a des assemblées constituantes, il y a des ateliers citoyens, enfin il y a tout un tas, il y a des dispositifs démocratiques qui peuvent changer d'une commune à l'autre, et que la décision, si vous voulez, peu à peu mûrit collégialement, et qu'à ce moment-là émerge quelque chose qui est acceptable. Pour moi, c'est acceptable que si c'est écologique. Le cadre est très clair. D'autres vont être plus sur la question démocratique. Enfin, ça va dépendre des territoires. Mais ça, c'est très intéressant et c'est très passionnant. Et c'est ça qu'on veut dire, c'est engagez-vous, parce que il y a des marges de manœuvre dans la démocratie locale en particulier. Et donc on essaye de raconter ça un peu. Alors vous portez un message qui est celui de l'engagement. Moi je voulais vous demander, vous avez une voix qui porte maintenant, vous êtes une figure représentative de l'écologie en France. Est-ce que vous avez un message? Vous avez parlé des manifestations réprimées des Gilets jaunes, mais aussi samedi d'il y a 2 semaines, les manifestations pour le climat, qui était la seule manifestation à avoir été réprimée du monde entier. Est-ce que vous avez un message en particulier pour les jeunes qui manifestent, pour les jeunes des associations écolo comme Youth for Climate? Et alors je vous écoute. Et ensuite, l'autre question, c'était qu'est-ce que vous pensez de... Qu'est-ce que vous pensez du Greta Thunberg bashing, de l'activité médiatique, politique autour de Greta Thunberg? Alors donc, il y a plusieurs questions. D'abord, je ne pense pas du tout être célèbre du tout. Là, on a un feu médiatique, mais je vois bien que personne encore ne me reconnaît dans la rue quand je suis à Rennes, par exemple. Non, mais vous représentez quelque chose. Oui, mais
Je pense qu'il faut raison garder, c'est très très petit, c'est un monde, c'est un milieu très fermé, c'est un milieu très connaisseur, c'est un milieu qui est fermé, mais enfin qui est très important. Hein. Voilà, vous avez ici ce que j'ai reçu comme carte postale, des milliers de cartes postales de soutien sur mon arrêté, enfin, c'est incroyable. Mais, mais bon, il faut raison garder, c'est-à-dire je me sens pas porte-parole de quoi que ce soit, je me sens au milieu de gens qui ont envie de bouger. Mais plutôt ça. Sur les jeunes, je, ma grosse espérance, si vous voulez, c'est que les jeunes puissent faire dérailler le système pour l'obliger à réagir et que ça se fasse sans violence. Parce que j'ai peur aujourd'hui de la violence de l'État. Un État aux aguets, un État où quand même un certain nombre de députés en appellent à la répression. Bien sûr. Ils sont élus de la République, ils en appellent à la répression. On parle de laxisme. L'État s'impressionne lui-même d'images qui, c'est vrai, sur l'Arc de Triomphe qui brûle, etc. C'est inacceptable pour l'État parce que ce sont des images qui font le tour du monde et puis on rigole de l'État français. Alors rigoler de l'État français, ça c'est quelque chose qui est... Il n'y a pas d'humour au niveau de l'État. Il n'y a aucun humour, zéro humour. Hein. Il y a zéro humour et zéro relativité des choses. Donc on accélère les choses en disant la République est menacée. Voilà. Et on a une rhétorique de répression alors que un président de République dirait ben, là il y a un problème. Et pour que le président dise qu'il y ait un problème, il faut que la France soit à feu à sang. Ça ne va pas. Donc moi, je pense que les jeunes auront une inventivité aujourd'hui pour imposer que soient revues les choses, en faisant dérailler les choses, quoi, en faisant en sorte qu'il y a quelque chose qui va obliger, parce que c'est la jeunesse qui s'exprime, qui va obliger à... Mais mon grand espoir, c'est que la jeunesse ne se laisse pas avoir par la violence, c'est-à-dire continue à être zen, qu'elle lise Gandhi à nouveau, qui a pu faire bouger les choses en étant complètement non violent. Et ce qui peut faire dérailler l'État, c'est la non-violence, c'est-à-dire cette façon que l'on a de rire de l'autorité d'un État quand cette autorité est absurde et ne va pas dans le sens de la jeunesse et de l'environnement. Alors, on a parlé d'engagement citoyen, etc., que vous proposez aux jeunes, mais face à la répression des manifestations, même des manifestations qui sont totalement non violentes, qu'est-ce que c'est la solution pour les jeunes? Une autre solution que l'engagement citoyen ou la manifestation qui, du coup, est réprimée, est-ce que vous avez des solutions sur ce que peut faire un jeune, ce que moi je peux faire, ce que peut faire... Non, il faut pas avoir de solution parce que les solutions seraient toujours pensées par le haut vers le bas. C'est-à-dire cette notion d'un leader, de quelqu'un qui va leader charismatique, qui va penser les choses pour nous. Donc je crois que c'est une société, on est dans une société aujourd'hui qui est extrêmement alerte sur les réseaux sociaux, qui peut se mobiliser à tout moment de façon inattendue. Qui peut être inventive, qui peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'inventions. Je vois aujourd'hui à quel point une génération un peu plus âgée mais s'empare de Nous voulons les coquelicots, par exemple. C'est quelque chose de très intéressant. Voilà, quelque chose qui est joyeux, pacifique, etc. Bon, qui marche plus ou moins, mais qui en tout cas peut peser, si vous voulez. Donc voilà. L'acte que je pose, c'est un acte juridique, il est non violent. Ça bouscule beaucoup les choses. Il y en a qui se trouvent en situation de se sentir agressés par cet arrêté, mais voilà, il faut prendre la mesure que dès qu'il y a quelque chose qui se passe qui va dans le sens de l'environnement, vous avez un niveau de critique très élevé. On voit avec Greta qui pose des actes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que reproduire, qu'être le porte-voix en fait des alarmes des scientifiques.
Hein, elle n'est pas en train de dire des choses absurdes ou qu'elle aurait inventées elle-même. Non, elle se trouve porte-voix. Voilà. Ben, regardez les attaques auxquelles elle est soumise. Bien sûr, c'est ce dont je voulais vous parler. C'est des attaques ignobles, y compris sur son physique. Hein, on fait des montages de photos montrant qu'elle est manifestement hystérique. Elle est femme d'ailleurs, une femme qui milite, c'est forcément une femme hystérique, chacun sait ça. Donc on joue là-dessus, si vous voulez, pour discréditer son discours, qu'on représente comme violent. Bon, elle est partie en bateau à New York, le bilan carbone n'était pas terrible, paraît-il. Enfin, on va regarder comment faire chuter cette personne, cette belle personne, plutôt que d'en s'en tenir à son discours, quoi. Hein, et à son discours, et qu'est-ce que dit son discours. Donc on ne veut pas qu'elle soit entendue. Donc on va parasiter, on ne va pas l'attaquer sur son discours, puisque son discours c'est celui des scientifiques et c'est celui du GIEC. Donc on ne va pas l'attaquer là-dessus, on va l'attaquer sur sa famille, on va l'attaquer. Moi je suis attaqué par exemple sur le fait que j'ai monté un coup médiatique. Oui, ça c'est un truc, j'ai tout organisé, j'ai tout planifié, c'est un coup monté quoi, pour me faire mousser, pour faire du buzz, etc. Donc on ne va pas regarder ce qui est l'action, on va détourner l'attention. Et c'est qui vous dites on va détourner l'attention, mais qui c'est les médias, c'est les politiques, c'est qui? C'est des politiques, vous avez des politiques qui carrément le disent, enfin l'écrivent, de tribunes, vous avez des réseaux puissants, des journalistes aussi puissants qui vont démonter tout ça. Il y a des stratégies, qui est une stratégie assez classique, hein, qui est quand vous avez un ennemi, quelqu'un qui menace vos intérêts, ou qui peut prendre le dessus sur vos intérêts, ou qui peut être entendu, le but c'est de discréditer. C'est ce qu'a fait Monsanto tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelqu'un qui avait une position contre Monsanto, contre les pesticides, etc., il fichait ces personnes-là pour trouver quelque chose qui, soit pour l'acheter, soit en tout cas pour le faire taire. Et trouver souvent des éléments, si vous voulez, qui font que voilà, cette personne n'est pas crédible.